L'autorité de la concurrence a infligé une sanction de 4,6 millions d'euros à Doctolib pour abus de position dominante sur le marché de prise de rendez-vous médicaux et de téléconsultation médicale. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-Julien Lemonnier, associé chez Stephenson Harwood. Jean-Julien Lemonnier, bonjour. Bonjour Arnaud. On va rentrer dans le détail de cette décision, mais avant toute chose, pouvez-vous nous préciser, nous définir ce qu'est un abus de position dominante ? Bien, alors si on veut parler de l'abus de position dominante en présentant de manière un petit peu imagée, il faut se dire que l'abus de position dominante, c'est un petit peu comme dans Spider-Man. Dans Spider-Man, on nous dit, quand on a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités. Eh bien, traduit sur la notion d'abus de position dominante, ça veut dire qu'à partir du moment où on est puissant sur un marché, où on a un fort pouvoir, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Alors, d'un point de vue juridique, ça veut dire quoi ? Alors, d'un point de vue plus juridique, pour caractériser un abus de position dominante, il faut d'abord caractériser ce qu'on appelle un marché pertinent. Le marché pertinent, il a deux dimensions. Il a une dimension de produit, à proprement parler, et une dimension géographique. La dimension de produit, on va regarder si un produit est substituable à un autre. Et donc, il y a pas mal de précédents. On s'est par exemple interrogé sur est-ce que les capsules de café étaient substituables à du café café filtre. On s'est interrogé sur est-ce que le Roquefort est substituable à un autre fromage. Et donc, il y a cet aspect produit. Ensuite, il y a l'aspect géographique. Et donc, on a parfois des marchés de dimension mondiale. Et puis, on a parfois des tout petits marchés géographiques. On pense notamment aux zones de chalandise dans le commerce de détail. Donc, on a ce marché et dessus, on va identifier les forces en présence et en particulier donc les parts de marché. Et une fois qu'on a caractérisé qu'un opérateur était dominant, en soi, ça n'est pas problématique. Avoir de grands pouvoirs, en soi, ça n'est pas problématique. Qu'est-ce qui est problématique ? Alors, ce qui est problématique, c'est d'en abuser. Et là, il faut regarder les textes. Donc les textes, en l'occurrence, c'est l'article L420-2 du Code de commerce et l'article 102 du traité, qui nous offrent un panorama des pratiques qui peuvent être problématiques. Simplement, le texte ajoute un notamment, et donc ces listes ne sont pas exhaustives. Alors ça peut être quoi ? Ça peut être par exemple un refus de vente, ça peut être le fait d'imposer des prix à ses clients ou fournisseurs. Ça peut être le fait d'imposer des prix discriminatoires. Par exemple, il y a tout un éventail de pratiques qui peuvent être problématiques. Par exemple, encore des ventes liées, ce qu'on appelle des ventes liées, c'est-à-dire de conditionner la disponibilité d'un produit à l'achat, par exemple, d'un service. D'accord. On va revenir sur la décision en elle-même Doctolib. Quels sont les faits qui sont reprochés à Doctolib ? Alors, il y avait trois types de pratiques qui ont été sanctionnées par l'autorité de la concurrence. D'abord, il y avait une problématique de ce qu'on appelle des clauses d'exclusivité. C'est-à-dire que pour les praticiens, pour les médecins, ils n'avaient pas la possibilité, s'ils souscrivaient au service de Doctolib consultation, c'est Doctolib. S'ils souscrivaient à Doctolib patient, ils ne pouvaient pas souscrire à d'autres services concurrents. Et donc, c'était une manière pour Doctolib de garder captifs ces praticiens. L'autre pratique, c'était une pratique de vente liée. C'est-à-dire que si vous vouliez pouvoir avoir accès au service Doctolib téléconsultation, il fallait au préalable souscrire à l'offre Doctolib patient. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une vente liée, et c'est largement établi que quand on est en position dominante, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et puis, il y avait un troisième aspect qui était plus original, c'est ce qu'on appelle les killing acquisitions, et en l'occurrence, c'est le fait pour Doctolib d'avoir acquis en 2018 son concurrent Mon Docteur. Et donc, alors là, il y a eu toute une saga en droit de la concurrence ces dernières années sur comment on arrive à sanctionner ce qu'on appelle les killing acquisitions. Et l'autorité de la concurrence, prenant appui sur la confirmation d'une vieille jurisprudence qui s'appelait Continental Can, en l'occurrence l'affaire Towercast, a appliqué ici sa possibilité de pouvoir analyser des opérations de concentration sous l'angle de l'abus de position dominante, alors que les opérations de concentration en question ne relevaient pas du contrôle des concentrations, puisqu'elles ne passaient pas ce qu'on appelle les seuils de notifiabilité. D'accord. Alors, pour bien comprendre, comment elle a caractérisé l'abus de position dominante de Doctolib ? Alors, il y avait deux marchés qui étaient concernés. Et là, je vais juste lire la décision parce que la manière dont elle a caractérisé les marchés, chaque mot compte.
Et à mon avis, alors Doctolib a déjà indiqué qu'il porterait l'affaire devant la Cour d'appel. Et sur la question de la définition de marché, à mon avis, les débats vont être intéressants. Donc il y avait 2 marchés qui étaient concernés. Donc c'est le marché des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Et l'autre marché, c'était celui des solutions technologiques dédiées permettant la réalisation de téléconsultations. Et donc, ce qu'a fait l'autorité de la concurrence, c'est qu'elle a regardé quelles étaient les parts de marché respectives des opérateurs sur ces 2 marchés, et elle a constaté que pour le premier marché, celui de la prise de rendez-vous médicaux, Doctolib avait des parts de marché au moins de 50% sur la période, et parfois beaucoup plus. Et sur l'autre marché, celui des solutions technologiques dédiées à la téléconsultation, on était à au moins 40%. Et d'accord, comme le reste de l'offre était un peu parcellaire et émietté, comme par ailleurs, c'est les marchés bifaces, on avait d'un côté des patients, et donc c'est vraiment une population qui n'est pas du tout massifiée, et de l'autre côté, on avait des praticiens. En réalité, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de capacité de compenser cette puissance de Doctolib sur ces marchés-là, et donc c'est comme ça qu'on a établi l'existence d'une position dominante. D'accord. Alors, on a vu comment l'autorité de la concurrence caractérisait l'abus de position dominante. On va en venir sur la sanction de 4,6 millions d'euros. Pour vous, comment vous analysez cette sanction ? Alors, dans l'absolu, le montant n'est pas si élevé. Il faut avoir en tête que l'autorité de la concurrence, en 2024, elle a imposé un montant d'amende totale de 1,4 milliard. Et si on prend un petit peu de recul sur les 10 dernières années, on est sur des montants de 750 millions d'euros par an en moyenne. D'accord, donc c'est à relativiser par rapport au montant. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. D'abord, le montant d'amende imposé, il s'appuie sur la valeur des ventes. D'une certaine manière, le chiffre d'affaires de l'entreprise en question. En l'occurrence, on n'a pas les chiffres parce qu'ils sont dans la décision, ils sont biffés, mais on imagine à peu près le chiffre d'affaires que peut réaliser Doctolib. On n'est pas non plus sur des montants comparables à ceux de Google, de Apple, qui sont entre guillemets des bons clients des autorités de concurrence et qui prennent parfois des amendes d'un montant qui peuvent toper le milliard, voire plusieurs milliards. D'accord. Et donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y a un élément qui tient aussi à un des griefs qui est celui sur les killing acquisition. Comme il y avait une incertitude juridique selon l'autorité, elle a appliqué une espèce de forfait juste de 50 000 euros sur cette pratique-là. Et donc, on peut imaginer qu'à l'avenir, dans la mesure où il n'y aura plus cette incertitude juridique, elle pourrait, s'il identifie d'autres killing acquisitions, frapper un peu plus fort. D'accord. Elle pourrait être plus sévère à l'avenir. On imagine qu'elle sera plus sévère à l'avenir. Oui. Pour finir, qu'est-ce que ça envoie comme signal aux acteurs de ce secteur ? Alors, en fait, ça envoie un signal, à mon avis, un petit peu plus large sur l'appréhension, en particulier justement de ces acquisitions prédatrices. Parce que, le sujet des clauses d'exclusivité, le sujet des ventiliers, c'est des sujets qui sont très balisés. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur le sujet des acquisitions prédatrices, c'est vraiment un thème récurrent aujourd'hui dans l'actualité durant la concurrence. Et depuis l'affaire Towercast, il y a d'autres autorités, en particulier au moins une fois en Belgique, qui ont identifié ce type de pratique. Et là, en France, c'est la première fois que l'autorité sanctionne de cette manière une acquisition prédatrice. Et donc, ça envoie ce signal, mais c'est aussi une source d'incertitude juridique pour les entreprises. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous lancez dans une acquisition, il faut vous interroger sur vos motivations profondes. Et là, c'est intéressant parce que la décision, et ça renvoie par exemple à ce qu'avait pu dire Mark Zuckerberg quand ils avaient acquis notamment WhatsApp, où il indiquait que vraiment, il voulait tuer la concurrence. Et que, en fait, le moteur profond de l'acquisition, c'était pas le développement, c'était pas les synergies, c'était de tuer le concurrent. D'accord, éliminer la concurrence. Et là, dans la décision, on a des propos assez explicites sur en fait quelles étaient les velléités profondes de Doctolib au moment où cette acquisition a été lancée. Et donc l'autorité indique de cette manière qu'elle n'hésitera pas à regarder ce type d'acquisition sous l'angle de l'abus de position dominante. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Julien Lemonnier. Je rappelle que vous êtes associé chez Stephenson Harwood. Tout de suite, l'émission continue. On va parler procédure civile avec le décret Magicobus 2.